Conférence de l'ODA, Association pour l'unité et le développement de l'Afrique, à l'Alliance franco-camerounaise du 11 juin 2014, placée sous le thème Diversité culturelle africaine, force ou faiblesse pour le développement continental. Intervention de Moïse Kogé Balok, camitologue, anthropologue, étudiant-chercheur à l'université de Douala. Le comparatisme est une démarche assez importante. En histoire, sans comparatisme, on n'a pas fait un travail scientifique. Donc, il faut toujours comparer pour dégager des lois. Et ainsi, on pourra comprendre l'originalité de notre expérience. Parce qu'il est possible pour nous de vivre avec une diversité et que cela ne cause aucun problème. Mais dans la pensée européenne, c'est un anachronisme. Soit vous tous vous devenez catholiques, soit vous tous vous devenez protestants, soit vous tous vous devenez musulmans. On n'admet pas la diversité. Et ça part de quoi? Il faut comprendre cela dans l'approche psychologique. Alors, on a dit, le thème c'est diversité culturelle de l'Afrique, atout ou faiblesse pour l'unité et le développement du continent. Déjà, il faut comprendre que quand je préparais ce travail, je me suis rendu compte qu'il est encore question ici de l'identité. C'est un problème d'identité quand on parle des questions d'intégration. Comment est-ce que l'identité s'est construite? Et si elle s'est construite en tenant compte de la diversité, alors c'est possible de faire de cette diversité-là une richesse. Si elle s'est construite et ne tenait pas compte de la diversité sera un frein au développement, à l'intégration. Donc, ici, je voudrais d'abord commencer par étudier ce qu'on appelle la personnalité culturelle collective. Et pour savoir si un peuple a une personnalité culturelle collective, il faut essayer de voir les agissements. Je vous prends un cas. Ça, c'est un exemple. Le Cameroun est en guerre. Nous sommes en guerre et deux États ont décidé de nous attaquer. Le Vatican et l'Arabie Saoudite. Et les agents secrets ont déterminé que pour vaincre ces deux États, il faudrait introduire les espions chez eux et lesquels espions vont partir bombarder la Mecque et bombarder le Vatican. Donc, on a déjà fait toute l'opération telle que c'est là. La question est la suivante. Quel est le catholique qui va porter la bombe sur lui pour partir bombarder le Vatican? Et quel est le musulman qui va porter la bombe sur lui pour partir bombarder la Mecque? Vous n'en trouverez pas. À partir de ce moment-là, vous n'êtes pas unis. Il y a un problème. Donc, l'Arabie Saoudite, le Vatican peuvent se décider de vous faire la guerre. Ils vont vous battre sans effort parce que les premiers traîtres seront d'abord chez vous. Et lorsque vous allez dire à un musulman de porter sa bombe pour partir bombarder le Vatican, c'est le catholique qui sera le premier pour partir trahir. Vous comprenez pourquoi même les luttes d'indépendance ont échoué? Parce qu'il y avait trop de traîtres. Comprenez donc que nous n'avons pas une personnalité culturelle collective. Maintenant, la personnalité culturelle, sur quoi est-ce qu'elle se construit alors? Sur quoi est-ce qu'elle se construit? Vous ne pouvez pas confier un certain nombre de choses aux étrangers. Je vais faire une remarque avant d'entrer maintenant dans le cœur du travail. J'ai observé la guerre en Libye, j'ai observé la guerre en Syrie. Je me suis rendu compte que les premiers officiers à faire défection contre Kadhafi ou contre le président syrien sont des officiers qui ont été formés à l'extérieur. Ceux qui ont été formés à l'intérieur du pays n'ont jamais fait défection. C'est la même chose qui s'est passée au Mali et en Côte d'Ivoire. Je me suis interrogé, pourquoi est-ce que les gens formés à l'extérieur sont toujours prêts à trahir? La formation qu'on leur donne, comment est-ce que leur mental fonctionne? Il doit y avoir un problème là. Donc, à partir de ce moment-là, si nous regardons dans une seule direction, on est un peuple. Mais si on ne regarde pas dans une même direction, nous sommes une population. Une population, c'est un agrégat d'individus sans lien. On se rencontre, on se regarde, on se traverse. Le jour où quelqu'un tire la corde ethnique, on ramasse des machettes, on se découpe. Et pourtant, vous ne savez pas que ce sont les mêmes familles qui sont en train de se découper. Comment est-ce que cette personnalité culturelle collective se construit-elle? Et là, maintenant, j'aborde le cœur de mon travail. Il y a trois facteurs qui déterminent cette personnalité culturelle collective. Il y a d'abord le facteur historique. C'est le premier facteur. Et Cheikh Anta Diop, dans Civilisation ou barbarie, à la page 272, dit ceci. Le facteur historique est le ciment culturel qui unit les éléments disparates d'un peuple pour en faire un tout, par le biais du sentiment de continuité historique vécu par l'ensemble de la collectivité.
le sentiment historique vécu par l'ensemble de la collectivité. Donc, le premier pas pour qu'on devienne un peuple et qu'on quitte du stade de population au peuple, il faudrait qu'on ait le même sentiment historique. Et là, c'est la recherche historique qui doit faire le travail. Autrement dit, exhumer le passé. Et les Européens sont passés par là. Si vous allez chez les maîtres en historiographie, que ce soit Foustel de Coulanges, que ce soit Fernand Braudel, tous ont mis dans la connaissance du passé une empreinte. Tous allaient puiser dans le passé. Et aujourd'hui, à la bibliothèque de Hazard, je lisais encore Foustel de Coulanges dans la cité antique. Et il montre comment leur façon de réfléchir, c'est par référence à la Grèce et à la Rome ancienne. Et nous sommes aux environs de 1862-64. Et même jusqu'à aujourd'hui, si vous allez en Europe, vous ne pouvez pas faire une thèse, un mémoire de philosophie, si vous ne vous référez pas à Platon, Aristote et autres. Lorsque la République française s'est créée avec la révolution de 1789, ils ont fait quoi? Ils ont créé la République après avoir renversé la monarchie. Mais la République est une institution de l'Antiquité. Ils sont rentrés dans leur Antiquité pour pouvoir ramener aujourd'hui une ancienne institution, dit-on définie par Socrate. Mais cela n'a gêné personne. Donc, causez au moins ça avec un petit français. Il est à mesure de vous parler de l'histoire de la Grèce, de l'histoire de la Rome, de l'histoire de Clovis, de l'histoire de Hugues Capet, de l'histoire de Charlemagne. Il peut faire un recul historique de près de 22 siècles. Posez-vous la question. Vous avez tous fréquenté, non? Vous avez des diplômes. Qui peut faire un recul historique de 22 siècles? Et je dégage déjà ici une loi. Chez un peuple, lorsque on ne peut pas faire ce recul historique-là, il est impossible de se développer. Ibn Khaldoun, maître de l'historiographie arabe, disait encore dans son histoire universelle, souviens-toi, car le souvenir est plein d'enseignements. Dans ces replis, il y a de quoi désaltérer l'élite de ceux qui viennent s'y abreuver. Le développement qu'on en vit aujourd'hui à l'Europe, pour qu'il soit là, à partir de la Renaissance, ils sont rentrés dans l'Antiquité gréco-latine pour recopier tout ce que les Grecs et autres faisaient. Quand vous voyez qui a écrit Le Laboureur et ses enfants, oui, les fables de La Fontaine, Le Laboureur et ses enfants, travailler, prenez de la peine, il a pris ça où? C'est Ésope, un noir de l'Antiquité qui a écrit cela. Ils vont tous faire des plagiats des textes de l'Antiquité. Vous vous référez à quoi pour la construction de votre peuple? À rien. Votre mémoire ne dépasse pas 1884, la conférence de Berlin, ça ne dépasse pas. Et tout ce qu'on vous enseigne à l'école ne dépasse pas 1885. Si je m'en prouvais, c'est un véritable problème. Or, pour bien sauter, il faut d'abord reculer. Mais si tu recules de un pas, alors que la distance que tu dois sauter, c'est 10 mètres, comment tu vas sauter? Donc, il faut un recul historique au moins de 5000 ans, et c'est possible. Et seul Cheikh Anta Diop a fait le travail de partir exhumer nos origines depuis l'Égypte ancienne et de montrer notre parenté culturelle avec cette Égypte-là. Je vous prends un seul cas. Lorsque vous allez à l'école, vous avez certainement fait la classe de seconde au Cameroun. Il y a en classe de seconde en histoire, on parle, le premier chapitre est constitué de 3 ou 4 leçons qui parlent des peuples du Cameroun à la veille des indépendances. Là-dedans, on vous parle des Bamileke, on vous parle des peuples du Nord, on pense sur le cas des Fulbe, on vous parle des peuples de la côte, on prend le cas soit des Bassa, soit des Douala, et ainsi de suite, les peuples de la forêt, les Fambeti. Mais nulle part, on ne vous montre le lien qu'il y a entre ces différents peuples. De telle façon que vous pouvez faire tout votre cycle scolaire, vous ne saurez jamais la parenté qui existe entre les différents peuples du Cameroun et entre les différents peuples du Cameroun et ceux qui sont hors du Cameroun. Vous ne saurez jamais qu'il y a les Boulous au Cameroun, et il y a les Boulous au Kenya. Vous ne saurez jamais qu'il y a les Bassa au Cameroun, il y a les Bassa en République démocratique du Congo et au Libéria, et à 14 autres points. Vous ne saurez jamais qu'il y a les Bakoko au Cameroun et en République démocratique du Congo. Vous ne saurez jamais la parenté qu'il y a entre les populations qu'on appelle les Bamileke et le reste des Bantous. Parce qu'ils sont Bantous, ils ne sont pas semi-Bantous. C'est une hérésie que Bauman a eu à fabriquer. Les populations qui habitent l'ouest du Cameroun aujourd'hui sont descendants des Baladis de la Haute-Égypte. Et ces populations-là quittent
le pays Baladi à partir du 10e, 11e siècle et engage des migrations, passe par le Darfour Kordofan, atterrit dans la région du lac Tchad, descend dans l'actuel Fombina, ce que vous appelez la Damawa. Et quand l'état du Kororafa va se fissurer à partir du 16e, 17e siècle, ces populations vont commencer à pénétrer à l'intérieur du Cameroun, donc occuper pratiquement tout l'ouest géographique du Cameroun. Ces populations étaient des populations bantoues et non semi-bantoues. Et ces populations vont trouver d'autres groupes bantous qui y sont installés. Est-ce que vous vous êtes demandé comment est-ce qu'un peuple qu'on dit semi-bantou s'appelle Bafang? Bafang veut dire littéralement les Fang, alors que de l'autre côté du centre-sud, on a encore les Fang. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Vous ne vous êtes jamais posé la question, comment est-ce que je l'ai appelé? Le roi Banka, qui a été détrôné par un guerrier venant du Noun, qui s'appelait Mandieu. Vous avez déjà entendu parler de ce roi Banka-là? Pas encore. Et vous connaissez les origines de ce roi Banka? Il fait partie des peuples qu'on appelle les Bassa. Oui, ce que vous ne savez pas. Et que la région de Bana, le quartier Bana avait été habité par les Bassa et les Bakoko. Et que les populations Baladi qui arrivaient se sont mélangées à tous ces gens-là qui étaient là sur place. Et ceci reste encore dans les traditions orales des peuples qui sont dans la région du Nkam. Ça reste encore vivace dans leur tradition. Donc, lorsqu'on ne vous montre pas la parenté culturelle entre les différents peuples, comment est-ce que vous pouvez donc construire votre intégration? Donc, l'école où nous allons aujourd'hui, on ne s'intéresse qu'à une seule chose, à des populations segmentaires, sans lien entre ces populations, où on t'enseigne que toi tu es Bakoko, toi tu es Fulbe, toi tu es Maka et autres, et c'est tout ce qui intéresse l'ethnologie coloniale. Et comme c'est eux qui font nos programmes, c'est tout ce qui nous intéresse parce qu'on cherche le diplôme sans toutefois voir ce qui nous unit. Or, ce qui nous unit est plus fort que ce qui fait la différence entre les différents peuples. Et on n'a jamais mis un point d'honneur là-dessus. Vous irez chez les peuples, je prends encore un autre peuple, prenez un peuple comme les Etones, ce qu'on appelle les Etones. Il n'existe pas un groupe qu'on appelle les Etones. Dans le groupe des Etones, vous allez voir les Banen dedans, les Manguissa dedans, les Bassa dedans, les Bakoko à l'intérieur. C'est tout ça qui a formé le groupe qu'on appelait Etones. Les Ewondo que vous voyez là à Yaoundé, Ewondo, l'ancêtre Ewondo, son père était Ewale, à Douala, et sa maman était Bakoko. Vous voyez le lien qu'il y a entre les Ewondo, les Bakoko et les Douala. Et jusqu'à une époque récente, lorsqu'ils se rencontraient dans certaines cérémonies, on disait toujours Ewondo Abedi, hein, et